Mesdames et messieurs, chers amis, je vous souhaite, en qualité de sénateur bien sûr, mais surtout aujourd'hui, en tant que président de l'association Patrimoine Vivant en Pays de Grâce, de vous accueillir avec beaucoup de bonheur pour cette rencontre autour du sublime, autour de la magie, autour de ce lien spécifique que crée le parfum entre les hommes, autour du parfum. Je voudrais tout d'abord, en préambule, remercier le président Gérard Larcher qui nous a permis d'organiser cette soirée conviviale ici, dans l'enceinte du Sénat. Il m'a demandé, étant empêché, de vous transmettre ses salutations les plus cordiales. Je voudrais saluer France Kemarec, qui représente ici le ministère de la Culture, saluer Monsieur le maire de Grasse, président de la communauté d'agglomération du Pays de Grasse, et lui dire combien je suis heureux qu'il ait fait un déplacement un peu sur les chapeaux de roue, mais en tout cas nous sommes très heureux de l'avoir à nos côtés. Dire à Monsieur l'ambassadeur de France, délégué à l'UNESCO, Philippe Lalliot, notre ami, votre ami, que nous l'attendons avec impatience. Il m'a demandé de vous dire qu'il serait probablement en retard, ayant appris ce matin que Monsieur le ministre des Affaires étrangères venait à l'UNESCO dans le cadre de la préparation de la COP21 et que, bien sûr, il eût aimé être avec nous, mais il est également, sa présence à l'UNESCO est également très importante. Je voudrais saluer notre président d'honneur, M. Patrick de Carolis, qui s'exprimera tout à l'heure. Cher Patrick, merci. Patrick de Carolis, qui est le co-président d'honneur avec Pierre Rabhi, qui lui s'est excusé et est revenu dans son Ardèche d'amour. Je salue les praticiens, c'est-à-dire ceux qui animent, qui vivent, qui sont pénétrés de cet amour du parfum, quel que soit le morceau de la filière dans laquelle ils œuvrent et quel que soit leur positionnement dans la transmission des générations passées, qui sont les héritiers, au fond, dépositaires de ce patrimoine particulier, de ce patrimoine immatériel, de ces savoir-faire liés au parfum, qu'ils soient intégrés dans la culture ancestrale des plantes en parfum, par un parfum dans le Pays de Grâce, que ce soit des savoir-faire de la connaissance des matières premières naturelles et de leur transformation, ou que ce soit vers la qualité et l'art de créer un parfum, ils se reconnaîtront. On va s'offrir 3 chapitres rapidement avec des témoignages à la fois sur la culture des plantes à parfum, sur la connaissance des matières premières et sur l'art de composer le parfum. Nadia va m'aider pour animer les intervenants en appelant d'abord Catherine Perrault et Sébastien Rodriguez. Nous allons appeler simultanément Jean-Marie Baudot et Xavier Fernandez. Donc Catherine Perrault et Sébastien Rodriguez vont évoquer la culture de la plante à parfum, un des 3 pans des savoir-faire liés au parfum, à savoir le premier, la culture de la plante à parfum, le second, la connaissance des matières premières naturelles et leur transformation, et le troisième, l'art de composer le parfum. Ces 3 pans indissociables. Mesdames, Messieurs, les ambassadeurs, let me thank you very much on behalf of the citizens of Grasse for your support. I've been particularly moved by what you've said just tonight. So, and also because you've been talking from your heart. And talking from our heart is linked to love. So love and perfume is quite a beautiful marriage.
If you allow me, I will continue in French, but from my heart, thank you very much indeed for your support. Je suis une amoureuse du pays de grâce. Je suis amoureuse de ses richesses, visibles et invisibles. Je suis amoureuse de ses valeurs fondées sur le beau, le bon, le vrai. En arrivant à Grasse il y a bientôt 25 ans, j'ai été saisie par la beauté de ces paysages, par ces odeurs, et en même temps, sidérée d'observer la disparition progressive de ce qui faisait la réputation du pays de Grasse, liée à la production des plantes à parfum. Fille de viticulteur, mon histoire familiale m'a permis de très vite comprendre l'enjeu imminent auquel devaient faire face les derniers producteurs de plantes à parfum tout près de la retraite. Il s'agitait d'éviter à tout prix que leur savoir-faire, que nos paysages deviennent un mythe. C'est en rencontrant une poignée de jeunes producteurs qui venaient de quitter des emplois confortables pour reprendre les exploitations de leurs parents et leurs grands-parents que j'ai décidé de tout mettre en œuvre, tout ce qu'il était capable pour moi de faire, pour les aider à préserver et promouvoir les richesses incomparables de ce territoire, à l'origine des plus grands parfums du monde. C'est ainsi qu'est née l'association des fleurs d'exception du pays de Grasse, un groupement de jeunes producteurs, représentés par Sébastien ce soir, engagés et solidaires, réunis pour promouvoir leur production d'une qualité olfactive inégalable. Faire reconnaître notre patrimoine à l'échelle de l'UNESCO, ce n'est pas défendre une image du passé, mais bien un projet d'avenir. Car un paysage n'est pas un musée, c'est un milieu vivant qu'il nous faut préserver, nourrir, enrichir, afin que les générations futures soient fières de protéger et d'embellir ce trésor de l'humanité pour lequel nos anciens ont tant œuvré. Merci de vos supports à tous. Merci ma chère Catherine. Sébastien Rodriguez, donc on va simplement rappeler que la plupart des praticiens qui sont présents sont membres du conseil d'administration de l'association Patrimoine vivant du Pays de Grasse, présidée par Jean-Pierre Leleu, par le sénateur Jean-Pierre Leleu. Sébastien, à toi. Merci. Bonsoir à toutes et à tous. Excellence, Monsieur le Président. Veuillez excuser un peu l'émotion dans ma voix, mais c'est avec tout mon cœur que je vais vous parler ce soir. Un petit mot de témoignage sur ma vie. Je suis fils d'agriculteur, et puis comme beaucoup d'agriculteurs à travers le monde, mon père ne voulait pas que je fasse agriculteur. Il a beaucoup travaillé, il m'a envoyé à l'école, il m'a dit fais des études, ne fais pas l'agriculteur. Et donc il n'a pas voulu me transmettre ce savoir-faire des cultures à parfum, mais moi j'étais tellement curieux, tellement assoiffé de ça que j'ai voulu et j'ai continué à regarder mon père comment il travaillait. Et à côté de ça, j'ai quand même fait des études, puisque j'ai fait des études en génie civil, ouvrage d'art, les ponts, les barrages. Bon, j'ai eu une petite partie de ma vie où j'ai construit des ponts, des barrages, des immeubles, mais pour moi, ça ne faisait pas sens dans ma vie, il n'y avait pas de valeur, je ne retrouvais pas ce qui me plaisait, et puis si les garçons naissent dans les choux, moi j'étais né dans la rose. Sorti des champs, j'étais malheureux, dans les immeubles en construction, j'étais malheureux, et finalement j'ai dit à mon père, ma vraie valeur, mon vrai ancrage génétique, c'est la plante de parfum, c'est me retrouver dans les champs et travailler. Et donc c'est comme ça qu'il m'a dit, bon ben je te fais confiance, vas-y. À partir de là, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que la culture de plantes à parfum? La culture de plantes à parfum, c'est pas comme planter une salade ou planter une tomate où 3 mois après nous avons une récolte. Planter un rosier, c'est d'abord planter une bouture qui va porter la greffe de ce rosier centifolia, et entre le moment de la greffe et de la première récolte, il faut attendre 3 ans. Entre le moment où on va semer une graine de tubéreuse et récupérer sa première fleur de tubéreuse, il faut entre 4 et 5 ans. Donc tout d'abord, la culture de plantes à parfum, ce n'est pas une agriculture rapide, c'est une agriculture de long terme. C'est une agriculture où on va choyer
chaque plant, chaque fleur, chaque bouture, chaque greffon, pour qu'il puisse, au bout de quelques années, nous donner toute son exception et toute sa valeur olfactive. Alors, tout ça, c'était bien sûr pour moi, d'abord, en passant par l'agriculture biologique. Et tous les collègues qui sont avec moi regroupés dans l'association de jeunes producteurs que je présente devant vous, les fleurs d'exception du Pays de Grasse, tous nos engagements vont beaucoup plus loin, puisque l'agriculture biologique est pour nous le premier pas, la première marche, puisque nous forçons vers l'avenir, et comme nous sommes une génération, je dirais, de transition du XXe au XXIe siècle, on s'était donné pour mission de propulser l'agriculture de plantes à parfum très loin dans le XXIe siècle. Donc nous avons poussé l'agriculture biologique, nous avons poussé aussi des labels comme la responsabilité sociétale de l'entreprise, avec lesquels nous essayons de rayonner sur nos territoires du mieux qu'on peut. L'espoir, c'est surtout ça qui nous anime, c'est l'espoir. Et l'espoir dans cette démarche pour l'UNESCO et pour le patrimoine immatériel, c'est déjà une reconnaissance pour mon père, pour le travail qu'il a fait, pour nos anciens, nos grands-parents, pour tout le travail qu'ils ont fait. C'est une reconnaissance aussi pour moi, pour mon travail, mais c'est surtout un espoir d'avenir pour toute une nouvelle génération. Une nouvelle génération qui ne peut pas être là de nouveau aujourd'hui, puisque ce sont des enfants qui ont 10 ou 12 ans, mais qui, au fond d'eux-mêmes, savent déjà qu'ils seront plus tard des agriculteurs et des producteurs de fleurs d'exception sur le Pays de Grasse. Et ça, messieurs, dames, pour moi, c'est ce qui me fait avancer tous les jours, c'est ce qui me permet de continuer à promouvoir mon métier, à faire partager mon savoir-faire sur l'agriculture des plantes à parfum. Je vous remercie. Merci Sébastien. On va saluer aussi Carole Biancalana qui ne pouvait pas être là puisqu'après la récolte du jasmin, elle a pris quelques jours de congé. On salue son papa, on salue aussi Joseph Mulle qui ne pouvait pas être là avec Fabrice Bianchi. On va passer, avant de passer à toi Xavier, on va passer à Jean-Marie Libaudot pour la transformation des matières premières naturelles. Jean-Marie. Mesdames et messieurs, la grandeur d'un métier est peut-être avant tout d'unir les hommes, disait Antoine de Saint-Exupéry. Notre métier de distillateur, c'est avant tout d'unir les producteurs de plantes à parfum aux parfumeurs en transformant les matières premières produites par les premiers en produits utilisables par les seconds. Pour cela, il faut aimer ces matières premières, connaître ceux qui les produisent et savoir les efforts nécessaires à ce travail de la terre. Cette connaissance, les praticiens de Grasse l'ont acquise dans les champs qui entourent la ville, avec la rose centifolia au printemps, le jasmin l'été, la tubéreuse à l'automne et le mimosa l'hiver. Mais il a aussi fallu parcourir le monde pour apprivoiser d'autres matières premières, comme le vétiver d'Inde, ou des matières premières sèches comme la vanille de Madagascar ou la fève tonka du Brésil. Il a fallu adapter nos moyens d'extraction à ces matières venues de tous les continents et quelquefois installer nos appareils sur place. C'est tous ces échanges qui ont valorisé notre savoir-faire au service du parfum. De même, le Pays de Grasse a su attirer des hommes et des femmes venus de nombreux pays, quelquefois poussés par les guerres ou la misère. Ce fut le cas de ma famille. Mon père est issu, comme beaucoup en Provence, d'une famille du Piémont italien. Et il a passé sa vie à cultiver les plantes à parfum à Grasse. Ma mère, elle est venue des rivages atlantiques de l'Espagne, de Galice, près de Saint-Jacques-de-Compostelle. Eh bien, croyez-moi, ce métier que j'ai appris avec mes maîtres, au service du parfum, a fait de moi le plus grassois des grassois. Il me semble que la génération suivante ne marche pas sur mes pas. Ma fille Clotilde a fait le choix de se consacrer au métier de la pâtisserie. Mais j'ai plaisir à imaginer qu'elle va aussi utiliser de la vanille et des fèves tonka dans ses futures créations. Nadia m'a accordé 5 petites secondes supplémentaires pour évoquer un souvenir. Je sais que la déléguée de l'Argentine a dû nous quitter, mais elle représente son Excellence Miguel Angel Estrella,
ambassadeur d'Argentine auprès de l'UNESCO. Et enfant, mon école m'avait emmené d'écouter jouer du piano. Et entre chaque morceau, il évoquait sa vie. Et il avait évoqué le fait que ses geôliers, pendant sa détention, lui avaient laissé un clavier de piano muet pour qu'il puisse exercer ses doigts. Et pour moi, c'est vraiment un souvenir d'espoir. Et je sais qu'en ce moment, en France, on a vraiment besoin d'espoir. Et bien, de la même façon, si nos parfums aident les gens à garder l'espoir et à embellir leur vie, j'aurai aussi, moi, le sentiment de bien faire mon métier. Donc, à présent, professeur Xavier Fernandez, qui est aussi membre de notre comité scientifique, du comité scientifique de l'Association Patrimoine Vivant du Pays de Grasse. Voilà, raconte-nous un peu la connaissance des matières premières naturelles, Xavier. Très bien, merci mesdames, messieurs, excellence, bonsoir. C'est avec beaucoup de plaisir, d'honneur, et je dois avouer un brin d'émotion que je représente ici une partie des collèges qui s'intéressent au monde de la parfumerie. Et donc, en tant qu'enseignant-chercheur, j'ai la double responsabilité d'intervenir pour l'enseignement et la recherche. Alors, quelques mots d'abord sur le volet enseignement et la nécessité de pouvoir transmettre ce patrimoine local mais également mondial sur toutes ces belles matières premières que nous avons déjà évoquées, l'art de les transformer, l'art de les sublimer et de pouvoir tout simplement transmettre le flambeau aux générations futures. Quelque chose qui est ardu, qui plaît beaucoup aux jeunes et où il y a encore beaucoup à faire. La recherche. La recherche, en quelques mots, c'est vrai que le parfum est basé sur des savoir-faire. Tout le monde connaît ces savoir-faire, mais il ne faut pas croire que le parfum est ancré sur ces savoir-faire. L'art de transformer les matières premières, l'art de composer le parfum, a su évoluer avec le temps, a su évoluer avec son temps, sait répondre aux enjeux modernes. Alors nous sommes à quelques jours de la COP21, même la parfumerie s'intéresse à ces enjeux mondiaux, et l'art de transformer les matières premières est en pleine évolution. Donc le chercheur qui s'intéresse aux matières premières cherche, essaie d'étudier les moyens d'économiser l'énergie, d'utiliser d'autres solvants que les solvants fossiles pour avoir les matières premières de demain et pouvoir proposer des matières premières de qualité. Donc la recherche est un élément important et peut proposer, et nous l'espérons, de nouvelles matières premières pour le parfumeur de demain. Alors quelques mots sur un projet qui lie un petit peu les deux, en lien avec ce projet de reconnaissance au patrimoine immatériel et intemporel de l'UNESCO. L'université de Nice Sophia Antipolis, en accord et en soutien étroit avec notre association, a décidé de déposer prochainement, j'espère au printemps prochain, une chaire universitaire sur la chimie des parfums pour pouvoir fédérer toutes les actions internationales et pouvoir promouvoir des échanges nord-sud, transmettre les connaissances grassoises avec nos collègues à travers le monde sur l'aspect de la formation, mais également sur l'aspect de la recherche, pouvoir former les jeunes de demain, envoyer nos beaux praticiens à travers le monde pour pouvoir apporter leurs connaissances, mais également faire venir des jeunes des quatre coins du monde, bien sûr en Pays de Grasse, mais également dans nos universités partenaires. Alors j'ai écouté le merveilleux accent de l'ambassadrice du Québec qui me fait penser à nos collègues de Chicoutimi qui participent activement à ce projet, et donc à travers différentes universités, à travers le monde. Donc on espère que, aidé par ce merveilleux élan, notre chère UNESCO pourra permettre de très nombreuses actions et pouvoir disséminer à travers le monde entier tous ces beaux ouvrages sur le parfum. Je vous remercie. Merci Xavier. On va juste rappeler très brièvement que le projet de chez l'UNESCO est l'une des mesures de sauvegarde dans le cadre de notre démarche de candidature au patrimoine de l'humanité, parmi notamment le projet de pépinière soutenu aussi par monsieur le maire Jérôme Biot et qui a été proposé par l'association Fleurs d'Exception. Voilà, je vous laisse annoncer la suite. Merci beaucoup pour nous parler de l'art de composer le parfum. J'appelle Olivier Crespe, Sylvie Jourdet, Chantal Salier et François Demachy. Merci. Merci. Nadia, c'est un plaisir d'être avec vous ce soir.
Je voulais dire simplement quelques mots. Je suis originaire de Grasse, bien entendu. Ma famille est basée à Grasse depuis le XVIIe siècle. Mon arrière-grand-père était cultivateur de roses et de jasmin. Mon grand-père et mon père étaient négociants en plantes à parfum. Ma sœur est parfumeur, mon fils est parfumeur, et nous sommes tout à fait dans la transmission d'un savoir-faire. Je voulais vous dire aussi que dans le monde, pour créer des parfums masculins et féminins, car nous sommes très spécialisés, vous avez simplement 200 à 250 créateurs. Et les Grassois sont parmi les meilleurs du monde. Je sais quand même pas trop se vanter, mais ce que je peux dire vraiment, pour les avoir côtoyés, eh bien, nous avons vraiment d'excellents experts qui sont d'ailleurs bien exportés aux quatre coins du monde, aussi bien à Paris, aux USA, au Brésil, dans le Middle East. Tout simplement parce que Grasse, c'est quand même le berceau de la parfumerie. C'est aussi plein de souvenirs pour les parfumeurs, parce que nous avons tous côtoyé des champs de jasmin, des champs de tubéreuses, de roses, de mimosas, de violettes ou autres dans notre enfance. Il en reste peu, mais il y en a encore. Et puis, ce que je voulais dire aussi, c'est que nous avons à peu près dans notre palette de parfumeurs 1200 matières premières qui sont un peu les couleurs de l'arc-en-ciel. Et donc, nous puisons ces idées dans ces matières premières naturelles uniques pour faire de très beaux parfums qui sont soit abstraits, soit figuratifs. Et je voulais vous dire enfin que le parfumeur est un vrai compositeur, c'est un vrai artiste. Nous sommes des sculpteurs d'odeurs. Et oui, tout ce que nous créons, ce sont vraiment des œuvres de l'esprit. Voilà, merci. Merci, cher Olivier. Sylvie Jourdet, vas-y. Merci, bonsoir à tous. Ce savoir-faire dont parlait Olivier, qui est l'art de la composition, s'il veut survivre, ne doit pas être figé. Il doit tirer parti de la richesse de ses racines, mais il doit aussi évoluer en fonction des contraintes et des évolutions techniques, économiques, réglementaires. Et il ne doit pas avoir peur de s'exporter. La Société française des parfumeurs est garante des valeurs du métier du parfumeur et de l'art de la composition si profondément enraciné dans le pays de Grasse. Dans cette démarche de progrès et d'ouverture, la SFP a créé récemment la Société internationale des parfumeurs créateurs. Ainsi, tous les créateurs du monde entier seront regroupés et veilleront à ce que ce métier d'art à part entière évolue dans le respect des traditions, de l'éthique, des savoir-faire et de la préservation des cultures des plantes à parfum, afin que les créations de ces parfumeurs, véritables œuvres de l'esprit, comme le rappelait Olivier, continuent à nous enchanter. Merci. Merci Sylvie. Nous rappelons aussi que tu es présidente de la Société française des parfumeurs, regroupant environ 850 personnes liées au parfum. Monsieur François Demachy, à vous. On est beaucoup plus à l'aise devant une balance que devant un micro, mais enfin. Moi, comme Olivier, je suis issu d'une famille grassoise, mais d'une lignée de pharmaciens. Et après, donc, j'étais plutôt destiné à avoir une carrière médicale, voire à la limite paramédicale, mais hélas, j'ai sombré dans la parfumerie, après de nombreux stages d'été. Et c'est là où j'ai pu rencontrer des gens, de l'ouvrier au chef parfumeur, qui m'ont donné l'amour de ce métier. Il faut savoir que l'apprentissage à Grasse est un apprentissage exceptionnel, où
nous étions, en tant qu'apprentis parfumeurs, susceptibles de remplacer, que ce soit de l'ouvrier, du préparateur jusqu'à l'analyste. Et par ce biais-là, nous avons connu beaucoup de différents métiers qui sont très proches de la parfumerie. Et ces rencontres, puisque le parfum est quand même un territoire de rencontres, ces rencontres m'ont permis d'apprendre et de vivre ces matières premières, essentiellement naturelles, mais pas que. Savoir ce qu'ont fait les anciens, qu'ils ont pu à la fois en tirer par leur génie, par leur savoir-faire, par leur bon sens, et savoir les transformer. Et enfin, grâce à ces matières premières, dont les noms et les origines nous permettent de voyager, c'est encore un territoire de rencontre où rencontrer un producteur ou un cultivateur nous permet, au-delà de tous les contrats que l'on pourrait faire, nous permet de discuter et sont une source d'inspiration qui sont nécessaires dans nos créations. Voilà. Il n'est pas un pays mais un monde. J'invite Philippe Massé, qui va nous parler de pays d'origine de certaines matières premières, de l'Argentine, du Canada, du Nigeria, de la Pologne. Nila Vermeer pour l'Inde, Hussein Fakri pour l'Égypte, Georges Kato pour le Japon, Alexander Lee chez l'USA, Michel Roditska, que j'évoquais tout à l'heure pour le Pérou, Marc-Antoine Corticato. Marc-Antoine. Pour aller peut-être plus simplement, nous allons commencer par vous, Monsieur Joan Maria Farina. Merci beaucoup de nous avoir fait l'honneur de venir jusqu'à Paris. Voilà, vous êtes accompagné de votre interprète. Donc vous avez... Herr Senator, Exzellenzen, meine Damen und Herren, vor 330 Jahren wurde der Parfümeur Joan Maria Farina in Norditalien geboren. Schon in frühen Jahren lernte er, wie man durch Destillation Duftstoffe gewinnt. Die Erkenntnis der Rohstoffe und ihre Verwendung, die Kunst des Parfümierens, erweiterte er auf seinen Reisen durch Europa. Dabei lernte er alle Orte kennen, die Duftstoffe anboten. Als er sich in Köln niederließ, kreierte er einen neuen Duft, den er Eau de Cologne nannte. Sein Parfum war so erfolgreich, dass nach seinem Tode Eau de Cologne der Name einer ganzen Duftklasse wurde. Über 300 Jahre hinweg wurde diese Kenntnis und Fertigkeit, um einen immer gleichbleibenden Duft zu erzeugen und herzustellen, bis zu mir in der Familie weitergegeben. Nur die Verfügbarkeit der natürlichen ätherischen Öle in hoher Qualität waren und sind die Grundlage für diese lange Tradition. Gras war die wichtigste Bezugsquelle für seine Zutaten und ist es für mich auch heute noch. Ohne Gras gäbe es keinen Eau de Cologne. Monsieur le Sénateur, Vos Excellences, Mesdames, Messieurs, il y a 330 ans naquit le parfumeur Jean-Marie Farina en Italie du Nord. Très jeune déjà, il apprit à extraire des essences par distillation. Au cours de ses voyages à travers l'Europe, il approfondit ses connaissances des matières premières, leur utilisation ainsi que l'art de parfumer. Ce faisant, il visita les hauts lieux de production d'essences odorantes. Quand il s'installa finalement à Cologne, il créa un parfum innovant qu'il appela Eau de Cologne. Son parfum eut un tel succès qu'après sa mort, l'appellation Eau de Cologne devint la dénomination de tout un genre de parfum. Son savoir-faire fut transmis pendant 3 siècles dans notre famille, jusqu'à moi, pour produire ce parfum toujours égal à lui-même. La base de cette longue tradition
furent alors, et sont encore aujourd'hui, la disponibilité d'huiles essentielles naturelles de grande qualité. Grasse a toujours été la source pour ces ingrédients et l'est encore aujourd'hui pour moi. Sans Grasse, l'eau de Cologne n'existerait pas. Merci beaucoup, Monsieur Joan Maria Farina. Merci à son interprète. On va juste rappeler que tous nos praticiens ne citent aucune marque ni nom de société, mais voilà, mais nous avons donné l'autorisation à Monsieur Farina, puisque c'est devenu un nom générique. Mon cher Michel Roniska, oui, totalement, nous allons voyager autrement. Voilà, Michel Roniska, qui est le fils du grand Edmond Roniska, qu'on ne présente plus, mais que Michel va sans doute évoquer dans sa présentation. Merci Michel. Oui, bonsoir, merci. Donc mon père, effectivement, s'est installé à Grasse en 1948, et c'est là que je suis arrivé aussi à l'âge de 1 an, et où j'ai appris la parfumerie donc à son contact, et aussi dans les sociétés grassoises où j'ai fait plusieurs stages. Donc je me suis imprégné de cette culture grassoise du parfum, et disons un petit peu au terme de ma carrière, j'ai eu envie de donner du sens à mon travail, et de mettre mon expérience de compositeur au service d'autres causes, et notamment de causes humanitaires dans le cadre d'une ONG. Cette ONG avait une mission au Pérou, justement, et j'étais très attiré aussi par la culture péruvienne des Shipibo qui vivent en Amazonie, et ce peuple Shipibo qui a une tradition de plusieurs milliers d'années, notamment dans l'utilisation des parfums de façon thérapeutique et magique. Et donc c'était pour moi une occasion double de pouvoir aller là-bas, de pouvoir étudier auprès de ces Indiens leur tradition, comment les parfums sont utilisés, de connaître leurs matières premières, qui n'étaient pas extraites, ce sont des matières premières qui étaient utilisées de façon brute. Et donc notre action en tant qu'ONG a été de leur fournir des alambics pour qu'ils puissent extraire, leur apprendre justement grâce à la connaissance grassoise de l'extraction des matières premières, leur apprendre à se servir d'un alambic, de pouvoir cultiver de façon un peu plus, disons, dynamique et pensée, des plantes comme le piripiri, qui est une plante locale, qui est une sorte de papyrus dont on extrait les racines et qui a des vertus magiques, qui est utilisé comme filtre d'amour dans la culture amérindienne. Et donc, l'idée qu'on a eue, ça a été de créer un parfum qui utilise ces matières premières amazoniennes, et de pouvoir que ce parfum soit à la fois, disons, les vertus sacrées de leur tradition, donc on intègre leur tradition dans ce travail, et en même temps que moi, par ma connaissance de ce que peut être la parfumerie internationale, on puisse donner une forme olfactive à ce parfum qui puisse être acceptable pour le public mondial, en premier lieu en Amérique du Sud. Donc on a eu à cœur de leur fournir un parfum 100% naturel, qu'ils puissent utiliser eux-mêmes dans leur rituel et qui puisse être vendu aux touristes qui viennent, et de cette là promouvoir aussi la culture péruvienne de par le monde grâce à la technologie et au savoir-faire grassois. Voilà, c'était... Nous allons passer à l'Égypte, et merci beaucoup Hussein Faki d'avoir fait le voyage avec ton épouse Sherifa une nouvelle fois jusqu'à nous pour raconter ton histoire liée au parfum. Merci. Merci de nous avoir reçus. Monsieur le sénateur, monsieur le maire et vos excellences, Nadia m'a mis au défi de couvrir en 1 minute et demie à peu près 5000 ans d'histoire pour l'Égypte, puis mon histoire. Alors mon épouse peut en témoigner, les 5000 ans d'histoire égyptienne, c'est à peu près facile. Pour moi, ça, j'aurais besoin de plus de temps. Elle a touché 2 mots à Patrick de Carolis tout à l'heure, je vais essayer de le faire. La partie est presque pas facile pour l'Égypte. Je viens d'un pays qui a, en tous les cas c'est ce que nous pensons, qui a inventé le parfum. Nous pensons également que nous avons inventé le temps.
Et beaucoup de choses découlent de ce que l'Égypte a créé il y a 5000 ans avec le kifi, tout le principe. Derrière le parfum, nous parlons de vie, nous parlons de souffle divin. Et donc, cette partie-là est la partie facile. La partie personnelle est un peu j'ai pris la mauvaise sortie en fait sur l'autoroute en me retrouvant dans ce métier. J'étais dans un métier qui consistait à faire des bulles sous l'eau. Je travaillais avec un grand monsieur de la recherche océanographique, Jacques Picard, et c'est en fait à trop avoir écouté mon père, je me retrouve ce soir devant vous en ayant repris cette affaire familiale qui, cette année, a une 60aine d'années. Mais nous avons également des inquiétudes. Il y a dans cet esprit de sauvegarde des patrimoines immatériels, il y a également derrière la sauvegarde de producteurs sur le terrain. Je parlerai dans mon cas en Égypte, c'est intimement lié. Et donc également derrière la sauvegarde de filières et de tissus sociaux qui sont souvent en péril par des décisions souvent réglementaires qui peuvent être prises à Bruxelles ou ailleurs. Et il faut se préoccuper de ça. Les matières premières naturelles ne sont pas des produits synthétiques et devraient être traitées différemment. Et je voudrais donc terminer peut-être en paraphrasant mal Rabelais, qui lui parlait de science et de conscience. Et pour ma part, je voudrais dire que protection culturelle sans protection de sa culture, de la culture qui est derrière cet aspect culturel, ne serait que ruine de l'âme. Et il faut vraiment associer ces deux aspects. Je vous remercie. Merci beaucoup, Hissène. Nous allons passer à l'un. Pardon, c'est très très difficile de demander à des trésors humains vivants de faire au plus court et d'accélérer puisque nous sommes vraiment très très serrés dans le temps. Ma chère Lila Vermeer, nous avons besoin de ta douceur et de t'entendre. Merci. Bonsoir. J'ai créé des parfums avec un grand nom de parfumerie, Bertrand de Chevaux, et on a rendu un hommage olfactif, patrimoine et culturel de l'Inde. Et on a essayé pour créer un lien entre l'Inde et France, parce que j'étais anglais, c'est ma première langue, mais je vais continuer en français. Mais toutes mes formations étaient en Inde, olfactivement, et j'étais attirée par beaucoup de choses, par exemple, tous nos rituels, les cérémonies. Comme vous connaissez, on utilise beaucoup de l'encens, artisanal, les fleurs, etc. Et pour moi, c'était vraiment plus que ça. C'était le verdure partout en Inde, le paysage près de l'Himalaya, le thé Darjeeling, des épices, etc. Pour moi, c'est vraiment pour créer un lien, et j'ai écrit Lettre d'amour pour créer ce lien entre France et l'Inde. Merci beaucoup. Mon cher Marc-Antoine Cortifiato, c'est à toi. Je serai bref. Bien moi, tout simplement, c'est par amour pour la diversité, la richesse des plantes odorantes de la Corse, le maquis, que je suis arrivé, j'ai échoué dans la parfumerie. Et c'est dans une parfumerie personnelle, une parfumerie artisanale, une parfumerie d'auteur que je me situe. Et en
que parfumeur, très vite, je me suis intéressé à l'histoire des parfums qui racontent, comme chacun le sait, l'histoire des civilisations. Et on va retrouver la sensualité, l'érotisme qui restent les sens premiers du parfum. Donc une thématique que j'affectionne particulièrement. Et même si on va retrouver la Corse en filigrane dans les parfums. Aujourd'hui, le parfumeur ne peut pas se passer de la diversité des matières premières naturelles, comme il ne peut pas se passer de la diversité du dialogue avec la diversité culturelle. Le pays de Grasse et ses savoir-faire reste la plateforme mondiale et incontournable pour l'approvisionnement des extraits de plantes à parfum. Merci. Alors, donc, ce qu'il aurait aimé vous parler, c'était l'histoire du premier stagiaire japonais à Grasse. Et pourquoi on parle de ce stagiaire japonais? C'est pour vous montrer que, en fait, Grasse, la contribution de Grasse n'est pas seulement régionale ou nationale, mais tout à fait internationale. Et en fait, donc, ce monsieur, il est venu à Grasse en jour de mai 1911, il y a plus de 100 ans, et il a passé un an à peu près à Grasse, et ensuite donc il a appris la parfumerie dans une société dans la vieille ville de Grasse pendant donc cette année. Il a appris la production, les matières premières, comme tous les stagiaires, les moyens de production, la formulation, etc. Et au bout d'un an, il est reparti au Japon, juste avant la Première Guerre mondiale, donc il y a longtemps, et il a monté sa propre société qui est aujourd'hui devenue le numéro 1 au Japon. Voilà, donc ça montre de façon concrète la contribution de Grasse. Mais en même temps, ce qui est important pour nous, c'est que pour chacun de nos stagiaires qui vient à Grasse, de venir à Grasse, déjà, c'est quelque chose de très important. Mais en même temps, pour nous tous, ce qui est important à Grasse, c'est la communication entre les êtres humains, la relation humaine, parce que c'est ça qui constitue le capital de Grasse, et en fait, c'est ça qui fait la beauté unique de la ville de Grasse et de son pays, qui contribue, qui fait l'excellence de ce pays de Grasse et la parfumerie qui est si particulier. Voilà, merci beaucoup. Merci, cher Georges. On va rappeler que vous êtes un expert des matières premières naturelles. Merci. Nous allons passer tout de suite à Alexander Lee, qui va à la fois exprimer la Chine, les États-Unis et le pays de Grasse. Merci, Alex. Bon, hello, bonsoir, ni hao. Perhaps you can tell I'm not from Grasse. My grandparents are Chinese, my mother is from Taiwan, and my father is from Singapore. I was born in California, and today I am a young perfumer in Paris. France has been my home for the past 8 years. Like their parents before, my mother and father left their homes to pursue their dreams in America. While growing up, my parents encouraged me to follow my heart, to do what I love, and most importantly, to work hard. It's interesting to see that, in the end of the day, I too had to leave home to pursue what I loved, perfumery. So I deviated from my studies in medicine and pursued perfumery in Grasse. I began my training in Grasse, and it was a company in Grasse that gave me my chance. And thanks to the generosity of this beautiful city, my dreams became a reality. I wanted to share a little bit of emotion with you. I have to admit that in light of the recent events in Paris, I was devastated. I felt selfish for forgoing my studies in medicine for perfumery. Seeing all the violence and all the hurt,
I could only feel guilt. I felt paralyzed, and I felt useless. Had I become a doctor instead, I could have been in the front lines, tending to those who were wounded, those who were hurt. I had to take a step back and remind myself the beauty of perfumery. That in each perfume, there is innocence and there is humanity. That each perfume has the power to heal, and it has the power to bring out joy. In fact, perfume is a sort of medicine, a different form of medicine. And I think perfume can save the world. So this is why I fight for this art form, that it be preserved, protected, and passed down for generations to come. I would wish that children from all over the world could be encouraged by our testimony here, to keep dreaming, to follow their dreams, and that all their dreams can come true, like it did for me. I have a vision that is perhaps naive, a vision of a world where children run away from the darkness and towards the light, that they would spend their time pursuing their talents and associate themselves with positive people who share the same joy. Perfumery is a source of light, and we are all beacons of this light. And may we share this love to the generations to come. Thank you. Merci, mon cher Alex. On a encore en mémoire le parfum que tu avais créé pour ta maman. Nous allons passer à la Syrienne par son père. Ma chère Randa Mabi, à toi. Bonsoir à tous. Oui, voilà, je suis née d'un père syrien à Damas. Et j'ai vécu ma jeunesse entourée de parfums des fleurs qui poussent naturellement, de la rose, du jasmin, de la fleur d'oranger, de la tubéreuse, les senteurs, les odeurs des épices dans les souks de Damas, voir toutes ces délicieuses odeurs que dégage la pâtisserie orientale et notre cuisine libanaise. De l'autre côté de la Méditerranée, lors des vacances passées en France, dans la famille de ma mère, je percevais des odeurs différentes. Odeur d'un café sans cardamome, des herbes de Provence, les effluves sortant du boulanger et bien sûr, portés par ma mère, des parfums des grandes marques françaises. Ceci pour vous dire que j'ai une double culture et c'est cette double culture qui est source de mon inspiration dans les créations. Une écriture à l'occidentale où j'ai acquis mon savoir-faire et inspiré par des accords du Proche-Orient. Mon activité n'existerait pas si je n'avais pas rencontré Grasse. Ces producteurs, ces artisans, ces passionnés qui mettent à ma disposition la palette des naturels si proche de mes origines. Pour moi, Grasse est le cœur d'un art synonyme de perfection et de l'élégance à la française. Merci ma chère Randa, tu parles d'élégance à la française, nous allons parler d'élégance à la belge, mais un peu plus loin aussi. Vas-y Laurence Manuel, merci. Bonsoir. Prenez une once de curiosité. Ajoutez-y deux narines frémissantes d'envie de découvrir. Implantez le tout dans un petit pays situé au cœur de l'Europe. On le nomme Belgique. Il est si petit que très vite on en sort. On découvre la France alors, son grand voisin. C'est un temple des parfums, un foisonnement d'experts. Passés du nord au sud, on les aime toujours autant sous le soleil que sous la pluie et le gris. Mais peut-être pas pour les mêmes raisons. Qu'en est-il ailleurs? Prenez alors l'avion, goûtez, savourez, sniffez, dégustez, vous plongez au cœur des cultures, vous les absorbez, vous comprenez les autres à travers ce qu'ils respirent. Cela foisonne en vous, tout ce mélange, de nouvelles idées de création vous taraudent. Vous allez plus loin, vous replongez à nouveau. Les continents, les pays, les régions défilent, les plantes, des rituels, des plats traditionnels, des recettes de beauté, des remèdes miracles. L'odeur est partout. Elle s'infiltre dans les maisons, dans les hôpitaux, dans les boutiques, dans les cuisines. Elle est si fortement liée à notre vécu qu'elle façonne le subconscient.
Et quand l'artiste au coin surgit, il plonge à pleine main dans cette manne évanescente et resserre en ondes invisibles les émotions du monde. Dans un spectacle grandiose où les 5 sens sont enfin réunis, il fait revivre au public les souvenirs d'un voyage immobile. Je ne savais pas qu'un doctorat en biochimie pouvait à ce point mener au pays des rêves. Merci ma chère Laurence. À toi mon cher Philippe Massé, qui préside aussi le Bois Institute of Parfumerie et qui est membre de notre comité scientifique et qui répond aussi quotidiennement à nos demandes. Merci. Merci Nadia. Je serai très court. Je sais que nous sommes dépassés par les horaires. À l'instant, je suis né en Algérie, dans un pays proche de la France, un pays proche à tous les niveaux. Et je suis né avec un grand-père qui était l'un des producteurs et transformateurs de matières premières pour la parfumerie, mais aussi pour la pharmacie. Et ce grand-père a su m'inculquer, je dirais, tout ce qui pouvait être inculqué à un enfant qui était amoureux de toutes ces odeurs qui l'entouraient, de géranium rosa, de jasmin, de fleurs d'oranger, de tous ces produits absolument extraordinaires qui ont forgé ma mémoire olfactive. Et faisant suite à mes études, j'ai décidé de continuer sur ce chemin. Je n'ai pas pu malheureusement retourner en Algérie pour prendre la succession de mon grand-père, mais je suis parti après 3 ans d'études dans tout ce qui pouvait être, je dirais, reconnu et appris concernant la parfumerie, que ce soit les cultures des parfums, la transformation de ces matières premières, l'utilisation de ces matières premières, la création des parfums. Je suis parti à l'autre bout du monde. À l'autre bout du monde, peut-être pas aussi loin, l'autre bout du monde, c'était le Japon. Et j'ai vécu pendant 8 ans au Japon, où j'ai eu le bonheur d'avoir une fille qui est née au Japon et qui est aujourd'hui devenue parfumeur. Et cette connaissance de ces pays, du Japon, où on est entouré d'odeurs absolument extraordinaires, des odeurs que certains de nos parfumeurs connaissent bien, comme le hinoki, comme le yuzu, des matières premières qui nous permettent de développer, je dirais, des voyages extraordinaires, et des connaissances de matières premières en Chine, des connaissances de matières premières en Corée, aux Philippines, dans des pays où toutes ces odeurs ont permis, je dirais, à ma fille de décider, de continuer, de travailler dans ce bonheur qui est la création d'un parfum. Et j'ai beaucoup d'honneur et de plaisir que cette transmission a pu être possible après, je dirais, une 4e génération, après mon arrière-grand-père, mon grand-père, moi-même et ma fille. En tout cas, c'est un bonheur total. Je voudrais dire, bien sûr, j'ai le bonheur aujourd'hui de présider une école à Grasse, qui est une école qui a été créée il y a maintenant 14 ans, qui est une école qui forme des jeunes dans tout ce qui peut être transmis, dans tout ce qui vient d'être dit depuis tout à l'heure, tout ce qui est transmis. Nous avons plus de 19 nationalités d'étudiants qui sont formés dans cette école, qui viennent du monde entier. Nous avons chaque année plus de 150 candidats pour seulement 12 places pour cette école. Et nous avons donc formé plus de 150 étudiants depuis ces quelques dernières années. Et j'ai le grand plaisir de pouvoir aider tous ces jeunes à avoir, je dirais, le maximum de connaissances concernant ce merveilleux métier de parfumeur, un métier qui est un métier tellement proche de l'art. Et je voudrais saluer tous mes amis parfumeurs
parfumeurs qui sont autour de moi et dire combien je soutiens, je dirais, cette association de patrimoine vivant et matériel à travers toutes les connaissances que je peux fournir à notre ami Jean-Pierre Leleu et Nadia Bédard en ce qui concerne la connaissance de toutes ces matières premières qui sont au-delà de 850 produits naturels qui sont à partir des 350 produits naturels existants que nous utilisons en parfumerie et qui aident nos parfumeurs à créer des parfums absolument extraordinaires. Je vous remercie. Voilà, là nous allons suivre l'ordre qui est noté. Fabrice, voilà, c'est à vous, vous êtes là avec votre papa et votre fils. Fabrice Pellegrin, parfumeur de père en fils. Bonsoir. J'habite dans les collines de Grasse. J'exerce le métier d'artisan parfumeur au sein d'une entreprise familiale. Il s'agit d'un métier passion dont les combinaisons mystérieuses m'ont été transmises par mon père et ma grand-mère. Je représente la 3e génération de parfumeurs. Ma première rencontre avec les matières premières naturelles coïncide avec les souvenirs de mon enfance où je récoltais la fleur dans les collines avec ma grand-mère d'origine italienne. Une partie de mon adolescence est occupée à suivre mon père, Georges, parfumeur. C'est une époque dominée par une joie de vivre, un bonheur familial. Je le regarde faire, il manipule les flacons, il sent des bouts de papier mouillé, il trace des notes, il ferme les yeux, il recommence, il s'exprime, il grogne, il sourit. Je suis heureux. J'ai 12 ans. Je sais à ce moment-là qu'il me confiera tout. Maintenant, je lui dois tout car il m'a tout transmis. Aujourd'hui, mon fils Florian emprunte la voie de la connaissance auprès de l'École supérieure du parfum à Paris. La transmission de notre savoir-faire familial est en route vers la 4e génération. Mais que faut-il entendre par métier passion pour imaginer et comprendre les savoir-faire liés au parfum afin d'envisager une transmission de son savoir et de sa passion? J'ai commencé mon apprentissage par la fabrication et la transformation des matières premières naturelles. Ma vie de parfumeur commençait et je ne la quitterai plus. Je veux transmettre à mon fils cette idée que la passion se développe sur un apprentissage, une connaissance, une expérience, une curiosité, une insatisfaction, une interrogation, une assiduité, une régularité, une inventivité, un je ne sais quoi qui nous motive à concevoir, à imaginer, à créer et à douter. Lorsque l'artisan parfumeur développe sa combinaison parfumée, il convoque son héritage olfactif, son enfance, son histoire familiale, son passé singulier, ses connaissances et son expérience. C'est donc tout cela son savoir-faire. Aujourd'hui, que puis-je dire à mon fils? Dans cette salle, chacun d'entre nous a pu connaître une enfance ponctuée par des souvenirs où la nature était une amie qu'on apprenait à découvrir. Le commencement est la fleur, pour ne pas dire la graine, et l'aboutissement est le parfum. Objet rare et complexe, entre les deux figure un artisan. J'ai tenté à travers ce témoignage de transmettre mon histoire familiale et personnelle et de raconter mon métier, passion qui traverse le temps. Merci. Merci mon cher Fabrice, merci à ton papa d'être là, merci à ton fils d'être là et merci pour ton humilité toujours. Philippe Champion, Philippe, je te laisse te présenter. Merci Philippe. Oui, bonsoir. Philippe Champion, je suis directeur adjoint d'un établissement qui accueille des personnes avec autisme. En 2002, l'Association pour la réadaptation et l'épanouissement des personnes en situation du handicap nous confie à Patrick Bellé et moi-même la direction d'une maison d'accueil spécialisée, puis en 2008, un établissement de services d'aide par le travail, accueillant au total 61 personnes avec autisme sur une propriété de 4 hectares, située à quelques minutes du centre historique de Grasse. Dès lors, l'idée forte, c'est que nous disposons d'un atout formidable en investissant une ancienne propriété agricole restée des décennies en jachère. Une opportunité magnifique s'offre à nous pour créer un projet au service des personnes qui nous sont confiées. Nous nous inscrivons ainsi dans la conviction que les médiateurs, terre, nature, agriculture et culture florale sont des porteurs significatifs pour offrir à ces hommes et à ces femmes
un accompagnement empreint de dignité et d'humanité, porté par les valeurs propres à l'association et aux professionnels. Renouer avec la tradition de la culture florale du pays de Grasse en créant une roseraie Santifolia, prendre soin de notre environnement comme nous prenons soin des personnes qui nous sont confiées, en certifiant l'ensemble de l'exploitation en agriculture biologique, nous apparaît dès lors comme une évidence. Aujourd'hui, grâce à leur connaissance, persévérance et talent de pédagogue, nos éducateurs cultivateurs, Barbara, Laurence et Youssef, ont permis à nos ouvriers adultes avec autisme d'acquérir de nouveaux savoir-faire, participant ainsi à la transmission des savoir-faire ancestraux des producteurs de plantes à parfum du pays grassois. Merci. Merci, cher Philippe. Après cette partie art de la transmission familiale et de maître à élève, nous allons passer tout de suite à Yves Cruchet, conservateur en chef de la Villa Saint-Hilaire, mon cher Yves. Et tu es accompagné d'Olivier Mort et de Jean-Denis Cesse. Bonsoir à tous. Je vais vous dire quelques mots donc, de la Villa Saint-Hilaire. C'est la bibliothèque patrimoniale de Grasse. Elle s'appelle Villa Saint-Hilaire depuis le mois de mai dernier, puisque nous l'avons inaugurée après 2 ans de travaux et 2 ans de travail sur les collections, puisque nous avons numérisé et informatisé l'ensemble des catalogues de cette bibliothèque. Si ce nom est récent, la bibliothèque est bien plus ancienne puisqu'elle est née sous la Révolution française et que l'ouvrage le plus ancien parmi ces collections, si vous regardez le plus contemporain, observerait 35 siècles quand même d'écart entre les deux, même si effectivement nos collections couvrent plutôt le Moyen-Âge jusqu'à la période contemporaine. Alors, comme une collection dans une bibliothèque est le reflet de la région et de la ville dans laquelle elle se trouve, l'exemple de Grasse est bien sûr aussi valable. Il ne faut pas oublier que Grasse a été la capitale de la Provence orientale pendant de nombreux siècles. Et c'est pour ça que la collection de la Villa Saint-Hilaire est une collection qui est riche comme la ville de Grasse. Et elle s'enrichit chaque année. Et plus récemment, elle s'est enrichie avec la collection d'un parfumeur. C'est pour ça que je laisserai à Jean-Denis Victor, qui fait qu'elle elle est en train de devenir, puisqu'il nous faudra attendre encore quelques mois avant que tous les documents soient traités, un pôle d'excellence parfumerie. Voilà. Merci mon chéri. Je t'en prie, Olivier Mort. C'est parti, bonsoir à tous. Donc pour ma part, à 20 ans, j'ai eu la chance de croiser la route de la famille Roniska. Thérèse Roniska, Edmond Roniska et Michel Roniska, que vous avez entendu tout à l'heure. Je me suis nourri de leur vision, de leur philosophie, de la parfumerie en général. J'ai eu la chance de beaucoup recevoir, des fois sans m'en rendre compte. Donc j'ai beaucoup appris, j'ai beaucoup reçu. La parfumerie, élevée au rang d'art à part entière, au même titre que la musique, que la peinture, guidée par le beau et l'esthétique, en défendant l'expression en parfumerie, l'écriture qui reflète la personnalité et l'âme de chaque parfumeur. Aujourd'hui, nous partageons ces valeurs avec une équipe de praticiens et amoureux de la parfumerie, mais aussi amoureux de la vie. Conscients d'avoir reçu de nos pères, nous avons à l'esprit que notre art ne peut perdurer que par la transmission et la formation. Edmond Roniska a d'ailleurs écrit « Former les hommes ». Beaucoup de nos parfumeurs sont également enseignants. Et en fait, la soif de transmettre est très importante. Nous avions un parfumeur qui était M. Laruelle, qui est décédé aujourd'hui, qui avait une bibliographie absolument extraordinaire, et avec Jean-Denis, avec Yves, donc on avait ce projet que cette bibliothèque ne décèle pas, ne se vende pas, qu'elle reste dans son intégralité. Donc voilà, c'est toujours dans cette volonté de transmettre et que cette bibliothèque puisse être à la disposition de toute personne qui souhaite la consulter à la bibliothèque de Grasse. Yves en prendra soin. Merci. Merci mon cher. Merci. Voilà, nous allons juste rappeler que ce dossier d'inscription, ce dossier de candidature au patrimoine de l'humanité a beaucoup été nourri de la philosophie des valeurs que transmet et que porte Olivier. Merci Olivier. À toi Jean-Denis. Merci. Oui, Monsieur Laruelle, René,
qui était avant tout un ami. C'était un poète, il était belge, comme notre ami Laurence. C'était je l'appelais de reste le parfumeur poète. Et durant toute sa vie, il a collectionné un nombre incalculable de livres. C'était sa passion, et ces livres maintenant vont faire partie de la richesse de la bibliothèque de Grasse. Et nous en sommes très fiers et très heureux que cette bibliothèque maintenant fasse partie du patrimoine. C'est un patrimoine historique parce qu'il y a des livres exceptionnels, historiques exceptionnels, et c'est vraiment un plaisir pour nous d'avoir cette bibliothèque à Grasse, et j'espère que beaucoup de monde vont apprécier, les écoles, tous les clients aussi de la parfumerie, tous les passionnés de la parfumerie. Je vous remercie. Merci beaucoup Jean-Denis. On va juste rappeler donc que c'est un don qui a été organisé et qui est opéré par Yves Cruchet, Olivier Mort et Jean-Denis XVI, un don de près de 2000 ouvrages du parfumeur Laruelle qui va enrichir la villa Saint-Hilaire. Oui, c'est un mécénat, pardon. Nous allons donner la parole tout de suite, puisque tu as le micro dans les mains, mon cher Olivier Quincampoix, conservateur des musées de Grasse et du Musée international de la parfumerie. Merci Nadia. Bon, moi je dirais simplement que je suis un conservateur de musée heureux parce que Grasse a un patrimoine absolument extraordinaire. Nos collections commencent au néolithique, parce qu'il y a aussi longtemps que l'Égypte, 3-4 000 ans. On passe par le peintre Jean-Honoré Fragonard, par le photographe Charles Nègre. Mais ce qui est tout à fait exceptionnel, c'est ces collections que nous avons sur la parfumerie. Le Musée international de la parfumerie qui a rouvert en 2008 et qui possède donc des collections, musée de société, musée de civilisation, musée technique, et un musée qui parle de toute la parfumerie dans le monde, mais qui montre bien que Grasse est un endroit très particulier pour la parfumerie. Et ce savoir-faire, ce patrimoine, c'est toujours vivant à Grasse, et ça c'est très important. Moi j'ai travaillé dans plusieurs régions, et le fait d'être conservateur d'un patrimoine vivant qui existe toujours, c'est une joie tous les jours, renouvelée, de rencontrer des gens qui utilisent encore les appareils que l'on conserve dans les musées, c'est tout à fait exceptionnel. Voilà. Donc je crois que c'est un très très beau projet, parce que non seulement le patrimoine il est matériel, mais les musées de Grasse avec leurs alambics, leur matériel technique, eh bien, témoignent que ce patrimoine il est également immatériel. Merci. Monsieur Jean Carléo, parfumeur, fondateur de l'Osmothèque. Monsieur Jean Carléo. Bonsoir. L'Osmothèque, c'est un conservatoire, beaucoup d'entre vous le connaissent. En fait, c'est un peu, si on peut dire, le complément de tout ce dont on a parlé ce soir. On a beaucoup parlé de matières premières, on a parlé de parfumerie, on a parlé beaucoup de Grasse, et l'Osmothèque est partie tout à fait d'autre chose. Je raconte un tout petit peu mon parcours. J'aurais jamais dû être parfumeur, je suis breton, je suis du Finistère, à l'opposé de Grasse, mais je me suis rapproché de Grasse et j'ai beaucoup apprécié. En fait, je suis donc arrivé par hasard dans la parfumerie, ne sachant pas trop que faire après mon service militaire, et donc j'ai eu beaucoup de chance. J'ai découvert ce métier avec passion, j'y suis resté. J'ai commencé par être préparateur, et là on m'a dit, oui c'est bien, vous vous intéressez, mais de toute façon vous n'êtes pas grassois, et de toute façon vous n'avez pas la formation pour ça, vous ne serez jamais parfumeur. Mais beaucoup de chance encore, j'ai eu un maître incomparable, un grand maître, Jacques Janssen. J'ai travaillé avec lui pendant 8 ans, au début donc comme préparateur, après je suis devenu son assistant, et il m'a aidé tellement que lorsqu'il a quitté la société, il a fait en sorte que dans cette société de cosmétiques américaine largement connue dans le monde entier, il a fait en sorte que je prenne sa place. Donc je suis resté 4 ans comme parfumeur dans cette société internationale où j'ai fait quelques parfums. Ensuite, un peu par chance sans doute, j'ai eu le prix des parfumeurs de la SFP, ce qui m'a fait rentrer dans une société traditionnelle de parfumerie finie à Paris, une maison de couture, et qui s'était lancée des parfums à partir de 1925. Et donc je suis devenu le parfumeur de cette maison
Je n'y suis resté que 33 ans. En fait, je n'ai fait que 2 sociétés de mon parcours. Et pendant ce temps-là, bon, j'ai fait des parfums. Donc je suis devenu parfumeur. J'ai jamais eu le titre. J'étais directeur technique à la fin. Mais j'étais le parfumeur maison. Et puis, finalement, quand je faisais ces parfums, j'étais toujours un peu inquiet. Donc je les faisais tester par mon entourage. Et bien souvent, on me disait, oui, ah, c'est bien ce que vous avez fait. Ou alors on me disait, c'est pas mal, c'est sûr qu'il est déjà pas bien. Mais si on me disait, c'est bien, on me disait aussi souvent, ah, mais tiens, ça me rappelle quelque chose. Ma tante, ma cousine, autrefois, portait quelque chose comme ça. Et le comble, c'est quand on me disait, mais c'était meilleur autrefois. Bon, alors c'était un petit peu agaçant. Et on me disait, mais tel parfum, c'est extraordinaire. Et ce parfum, où il n'existait plus, où il y avait un fond de flacon complètement oxydé, et donc je ne pouvais rien en sortir, et donc je restais sur ma faim. Je n'avais pas l'avantage de nos amis grassois, qui eux pouvaient aller fureter à droite à gauche et sentir la plupart de ces parfums. Et donc finalement j'ai eu l'idée d'essayer de faire en sorte qu'on se penche sur le problème et qu'on les retrouve. Ça n'a pas été facile, parce que d'abord, quand même encore, coup de chance encore, la maison où je travaillais, finalement, donc qui avait les parfums depuis 1925, il y a eu un changement de président, et ce jeune président m'a dit, écoutez, je voudrais, pour des clientes qui me réclament des parfums anciens, que vous me refassiez ça, mais comme à l'origine, avec la qualité d'origine, c'est-à-dire que là, par exemple, s'il y avait du jasmin, il n'y avait que du jasmin de Grasse dans les années 30, c'était pas la peine d'aller le chercher ailleurs, il n'y en avait pas. Et donc, j'ai fait ça. Et j'ai eu la bonne surprise que ces parfums que j'ai refaits, il y a donc ces clients devenus âgés qui m'ont dit, mais c'est formidable, vous me rajeunissez de 50 ans. Je retrouve ce parfum comme lorsque j'étais jeune. Alors donc, finalement, j'ai été aussi, pendant quelques années, président de la Société française des parfumeurs. Et là, à la commission technique, j'avais soumis l'idée à mes confrères. Et finalement, on a décidé d'essayer de faire donc cette osmothèque, conservatoire des parfums, mais c'est pas quelque chose de mort, c'est pas un musée, c'est quelque chose de vivant. Et donc, on a commencé par faire une petite collection. On a bien eu des parfums, mais on n'avait pas les formules, et malgré tout, si on veut continuer à faire prospérer et transmettre, il nous fallait quand même des éléments que ce ne soit pas à échéance de 3, 4, 5 ou 10 ans, il faut que ça puisse continuer. Et donc, finalement, on a eu la chance que quelqu'un, qui était M. Dubois, des parfums Milo, m'a confié la formule du crêpe de Chine, et c'est notre parfum fétiche. On l'a refait, ils étaient contents, nous on était heureux, bien sûr, et donc ça a été le déclencheur. Je me suis dépêché de le dire à tout le monde, ce qui fait que il y a beaucoup d'autres maisons qui nous ont confié des formules et des parfums. Il faut que ça continue. Sachez, messieurs et mesdames les parfumeurs, que si vous ne passez pas par cela, eh bien, vous passerez et vos formules avec, et vos parfums avec, et que c'est peut-être la seule chance, justement, de faire perdurer ces choses merveilleuses. Alors, on a démarré avec un peu moins de 400 parfums, je crois qu'il y a un peu plus de 10 fois plus aujourd'hui. J'ai transmis le flambeau à Patricia Nicolai il y a 7 ans. C'est une lourde charge que de s'occuper de l'osmothèque. J'en étais conscient, elle en est aussi malheureusement aujourd'hui, mais elle s'en sort très bien, et donc elle va vous dire ce qu'il en est aujourd'hui. Merci, cher monsieur Jean Caléo, de nous avoir fait vraiment l'honneur d'être là. Patricia, qui est aussi parfumeuse, vous savez qu'on demande toujours aux femmes de faire des sacrifices, alors on va vous demander... Très court, très court. Je ne dis même pas bonsoir. Qu'est-ce que l'intelligence sans la mémoire? Qu'est-ce que la création sans la connaissance du passé? Comment inventer de nouveaux parfums sans comprendre les anciens? Les créations humaines sont souvent fragiles et depuis toujours, les hommes ont tout fait pour les préserver de l'usure du temps, de la perte ou de l'oubli. Ces choses faites depuis longtemps dans beaucoup de domaines artistiques, il manquait encore le parfum. Aujourd'hui, l'Osmothèque, conservatoire vivant du parfum, forte d'une collection de plus de 3000 parfums, représente le véritable patrimoine de cette profession. Fougère royale, 1884, Trèfle incarnat, l'Origan, le Chypre, Je reviens, Shocking, Bandit, Vent vert, l'Iris gris,
Paul Parquet, François Coty, Jacques Guerlain, Henri Elmeras, Ernest Beau, Ernest Daltrov, Germaine Sévier, Edmond Rodichka. Pendant les conférences que l'Osmothèque organise, les osmothécaires, parfumeurs qui donnent ces conférences parlent de généalogie de parfum, de signature olfactive, d'audace créative. Voilà la transmission. En évoquant tous ces sujets, l'Osmothèque élève et met en lumière un métier trop longtemps resté dans l'ombre. Nous nous adressons au grand public, aux professionnels et aux étudiants évidemment. Gardienne du temps et sauvegardant, l'Osmothèque rend hommage et fait preuve de reconnaissance auprès de tous ces acteurs qui nous ont précédés et qui ont subi et qui ont bâti, les piliers de notre profession. Cette profession trouve sa source à Grasse et sans le savoir-faire qui lui sont liés, celle-ci n'aurait jamais connu l'essor qu'on lui connaît. Pas de beaux parfums sans belle matière première. J'ai eu la chance de grandir dans une famille de parfumeurs. Ma vocation est donc filiale. Ma famille a bâti sa réputation sur l'innovation, le sens de l'esthétique, le goût, sans jamais céder sur la qualité. Qualité dont le point de départ sont les matières premières, donc direction Grasse. Et je sais combien il était important pour eux de bien faire la sélection. Dans mon parcours de parfumeur créateur et responsable de ma propre marque, je ne pourrais pas exercer sans l'appui fondamental de mes fournisseurs grassois. Ils m'apportent ma caution unique. Je sais que sans eux, je ne saurais rien. J'appelle Annick Le Guerrer, Constant Vial et mademoiselle Daphné Pidéouil, en excusant Dominique Ropion, parfumeur, qui n'a pas pu nous rejoindre. Voilà. Ces trois merveilleuses personnes, ces trois merveilleux trésors parfumés vont nous aider à conclure notre rencontre. Je vais évoquer les parfums des Amériques. C'est le thème du prochain colloque à Grasse en octobre, donc je vais vous l'évoquer brièvement. Alors, les premiers parfums venus des Amériques sont parvenus en Europe à la fin du XVe siècle, après la découverte du Nouveau Monde par Christophe Colomb. Et des produits aromatiques inédits vont enrichir la parfumerie et la pharmacie. Ces produits, ce sont par exemple la vanille et le copal du Mexique, la fève tonka de Guyane, le baume du Pérou. S'y ajoute aussi le cacao et le tabac. Et le tabac surprend énormément Christophe Colomb, parce qu'on lui prête des propriétés thérapeutiques très fortes. Et lorsque le tabac arrive en France au XVIe siècle, il est crédité de grands pouvoirs thérapeutiques et il est couramment aromatisé à la civette, d'où les tabacs à la civette, à la rose, au jasmin et de quantité de plantes aromatiques. Aujourd'hui, de très nombreux ingrédients odorants venant des Amériques continuent d'enrichir la palette du parfumeur. Je vous en cite quelques-uns parce que la liste est longue. La tangerine des USA, les baies roses du Pérou, le castoreum, le pin, le sapin, le bouleau blanc du Canada, le lemongrass du Brésil, le gagac du Paraguay, l'orange du Mexique, le styrax du Honduras. Le parfumeur-compositeur accorde ces notes odorantes avec d'autres notes odorantes venues de tous les continents. Et dès le XIXe siècle, le grassois Léon Chélis s'était attaché avec un très grand succès à cette collecte des ingrédients aromatiques à travers le monde. À travers la multiplicité géographique de ses composants, le parfum exhale un formidable message de concorde et de paix. Je vous remercie de votre attention.
du fond du cœur à Annick Leguerre, historienne, anthropologue, spécialiste du parfum, et qui vient de vous annoncer avec précision le thème de notre colloque de l'année prochaine, Parfums d'Amérique au pluriel. Merci Annick. Je passe la parole à notre berger des fleurs, à Constant Vial, cultivateur de plantes de parfum et de beauté, comme il aime à le dire lui-même. Constant. Bonsoir à toutes et à tous. Le poète a dit « Chaque fleur est une âme à la nature éclose, un mystère d'amour dans le métal repose. » Tout est déjà dit, mais il m'est demandé de parler de beauté. C'est une chose que j'ai essayé avec toute mon énergie. J'ai passé plusieurs nuits à la courtiser, mais il n'en est sorti que très peu, puisque là, nous abordons une dimension tout à fait différente de celle des créations humaines, de l'esthétique et de la joliesse. Voilà ce que j'ai rencontré dans cette tentative d'approche. Alors, pour un producteur de plantes à parfum, vous voyez bien que la beauté en elle-même, c'est quelque chose qui est déjà difficilement concevable. On peut parler en tant que producteur d'une certaine éthique, parce que le producteur de plantes à parfum est quelqu'un de responsable. Il est responsable déjà de son territoire, puisque c'est un paysage. Là, j'entends la chose en deux mots, c'est le paysage. C'est le pays qui de lui-même comprend tout et qui n'avait même pas besoin peut-être de l'intervention de l'homme pour être parfait. Mais l'homme est justement un gardien du paysage, c'est le jardinier de la nature. De là, sa responsabilité supplémentaire. Responsabilité aussi des moyens mis en œuvre pour tirer sa subsistance seulement, sans bouleverser trop l'ordonnancement de la vie. Responsable de la qualité de ses récoltes, en sachant que dès le début, c'est son sceau psychologique qu'il appose sur le résultat, et que cette prééminence de l'esprit sur la matière va se retrouver jusqu'à l'oméga de ses créations. Il est conscient qu'il ne livre pas un produit, un banal produit, mais c'est un fragment de sa propre conscience en marche qu'il propose. Responsable, bien sûr, et là peut-être on peut aborder prudemment, silencieusement, avec beaucoup de délicatesse, cette notion de beauté. Il est responsable, le producteur, parce que la fleur est symbole de perfection. Il échappe à toutes les notions humaines de beauté, puisqu'elle contient à la fois l'origine, ce qui vient du début de la création, et parce que les fragments non dissociés encore de l'unité, elle vit l'unité depuis l'origine et ça se poursuit comme ça. Elle est en même temps la semence, parce que la semence, c'est déjà l'idée métaphysique de la forme qu'elle va générer. Et enfin, le subtil, qui est un élément indestructible de cohésion. C'est peut-être le sixième élément, on parlait des alchimistes. Ce sixième élément, qui est sans doute l'amour, parce que lui aussi, c'est l'élément de la cohésion du tout. Mais le salaire de la beauté rend au centuple le soin, l'attention, la présence d'un vivant regard, celui qui transforme tout ce qu'elle saisit. C'est donc nous qui sommes aptes à rendre les choses belles ou moins belles. La laideur n'est pas l'opposé de la beauté, elle est son absence. Il semble que, plus que jamais, l'homme a besoin de beauté. C'est là que toute l'humanité est concernée. L'homme se nourrit de l'invisible, de l'impersonnel. Il meurt de trop préférer leur contraire. Mais il est en même temps entité charnelle qui, par ses sens, est apte à l'émerveillement, vertu, alors salvatrice. Dès lors, la beauté est fil de relation entre les deux dimensions de l'homme. C'est pourquoi elle est vitale.
Mais cette beauté des fleurs, source d'émerveillement, est aussi source de dérangement de nos manières hypnotiques de vivre qui font le monde tel qu'il est. La fleur naît, vit et meurt sans se prendre dans la continuité d'une entité personnelle. Elle est sans ego. Cette beauté participe à l'éveil d'une nouvelle conscience qui rejoint l'harmonie du cosmos, ordre, beauté. Nous sommes bien ici dans le lieu de la cosmétique, etc. Cette beauté désenvoûte l'homme de l'obscur, de l'avide, parce qu'elle le comble de sa plénitude. C'est ainsi qu'elle le soigne et l'aguerrit. Mais aguerrir, le terme, c'est au fil du temps complètement falsifié. Quand je dis aguerri, c'est a privatif de guerre. Dans ce sens, peut-être, qu'est le secret de ce qui est une possibilité pacifique. Parce que cet aguerrissement, il impose à l'ego, qui lui est toujours violent d'irrationalité, sa reddition sans violence, acceptant la dissolution dans sa propre extase. Il n'y a pas de combat, il n'y a plus de conflit, il n'y a plus d'opposition, les choses se nivellent par le bon côté. La beauté est donc subtile matière première de la compréhension. C'est pourquoi elle émeut l'essence, mais dans la dimension des profondeurs. En nous, cette beauté est l'émanation d'une étrange chose, puisqu'elle est manifestation de la dynamique du mouvement de l'esprit immobile porté par les ailes dissimulées de l'intuition qui font réel bonheur. C'est une nouvelle dimension porteuse de l'état de paix et par conséquent de bonheur. Or, si nous voulons bien cesser de nous raconter des histoires, l'homme n'a qu'une mission, être heureux. Pourquoi? Parce qu'étant heureux, il rayonne de surcroît autour de lui le bonheur. Voilà. Cette beauté des fleurs, lumière de l'origine condensée en formes, couleurs et parfums, permet un dévoilement partiel du mystère, car dans l'univers qui est l'espace plein de l'origine, la conscience humaine est une métamorphose du mouvement dans l'immobile opéré par le verbe et sa réflexion, la nature, ce que l'homme sait déjà depuis les Védas. Alors, bien évidemment, le sens d'une reconnaissance au patrimoine culturel immatériel des savoir-faire liés au parfum en pays de grâce, outre tous les aspects bénéfiques évoqués par les intervenants précédents, revêt pour nous une signification d'une portée nouvelle, une dimension que nous pourrions qualifier d'initiatique puisqu'elle rejoint les vibrations du commencement. Accueillir la vibration du commencement, seule porteuse de l'état créatif, qui est en même temps régénérateur de l'homme. Ainsi, donner tout son sens à la vie, à commencer par la vie des sens, outil de l'intelligence pour explorer à la fois l'intérieur et l'extérieur de la conscience, dont le point de rencontre, le point de contact est celui des événements historiques de l'existence, en sachant bien que c'est toujours l'intérieur qui s'impose à l'extérieur. Et l'état du monde actuel nous le démontre. Réaliser que la beauté n'est pas l'intervalle entre deux laideurs, mais qu'elle est au-delà. Réaliser que la paix n'est pas l'intervalle entre deux guerres, mais qu'elle est au-delà, sont une contribution qui nous paraît modeste, mais qui est, à mon avis, essentielle dans notre démarche. Merci de votre patience. Merci pour ces jolis propos. Les derniers mots seront prononcés par la jeunesse, donc pour l'avenir. Et nous allons garder pour vous le fruit avec Daphné Piléouil, peut-être un jour parfumeuse. Merci. Alors je ne sais pas si un jour je serai parfumeuse,
mais mes parents ont trouvé une particularité chez moi dès mon plus jeune âge. J'arrivais à détecter des odeurs dans une pièce que personne n'arrivait à distinguer. J'ai alors décidé de découvrir plus en profondeur le parfum et mes parents m'ont amené à Grasse. Et là-bas, j'ai eu un coup de cœur pour ce coffret. Et c'est ce coffret qui m'a fait découvrir ma passion pour le parfum. Donc, ce coffret est composé de plein de petites essences qui me permettent de confectionner moi-même mes parfums. J'ai eu le désir donc, de créer des parfums et aussi de pouvoir offrir des parfums en fonction de la personnalité de la personne. Par exemple, à des fêtes d'anniversaire, j'offrais des parfums qui correspondaient à la personne ou à un trait de caractère physique ou moral de la personne. Mon premier parfum était un parfum pour homme que j'ai dédié à mon papa qui est présent dans la salle. Et je l'ai appelé Forêt Verte. J'étais dans un chalet où je me rends régulièrement en famille. Et c'est le paysage qui m'en a inspiré. Autant les essences que le titre, donc Forêt Verte, voilà, c'est le paysage montagneux. Alors, pour conclure, est-ce que je serai parfumeuse un jour? Je ne sais pas, seul l'avenir me dira. Mais j'éprouve une énorme passion pour les parfums et je suis actuellement toujours en recherche des notes d'un parfum que j'avais créé il y a maintenant plusieurs années qui s'appelle le Pan Chanteur. Et j'aimerais retrouver les notes et ça me donne l'ambition de continuer. Merci beaucoup.